Bien le bonjour les patatoïdes, c'est Aurélien Fiat. J'espère tout d'abord que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas impactés par le coronavirus. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la seconde partie du commentaire sur la leçon concernant les lois continues. Le sujet de la vidéo va être la loi uniforme sur un intervalle, donc je vais essayer de vous faire sentir un petit peu ce qu'est cette loi uniforme, voir comment on calcule des probabilités dans ce cadre-là, et puis ensuite vous conseiller quelques exercices. Du coup, pour cette loi uniforme sur un intervalle, on dit que la variable aléatoire grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, et on notera U entre parenthèses entre crochets AB, si la densité de probabilité sur AB est définie par f de x égale 1 sur b moins 1. Alors, en bon français, qu'est-ce que ça pourrait dire suivre une loi uniforme? Là, on va essayer de sentir un petit peu les choses. Imaginons, j'ai un dé à 6 faces à ma disposition, je lance le dé, donc mon univers des possibles, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on pourrait considérer que si x est la variable aléatoire qui me donne le résultat du dé, eh bien, x prend aléatoirement, et de manière équiprobable si le dé est équilibré, une valeur entière entre 1 et 6. Ça peut être une loi uniforme. Cependant, cette loi uniforme que je vous présente là, elle est discrète. Parce que la variable aléatoire x prend un nombre fini de valeurs, ici 6 valeurs. Dans notre cas, on raisonne avec des lois continues. C'est-à-dire que la variable aléatoire x doit prendre une infinité de valeurs. Et on raisonne sur un intervalle réel. Moralité, je vais vous représenter ici la droite des réels, donc moins l'infini plus l'infini, et je vais me placer un petit peu dans le même cas, c'est-à-dire que je vais prendre comme borne 1 et 6. Donc admettons 1 il est là, 6 est ici, et je vais raisonner sur le segment 1, 6. Et là, je vais choisir de prendre n'importe quelle valeur entre 1 et 6. Alors, évidemment, la variable aléatoire y, on va dire, qui me donnerait aléatoirement n'importe quelle valeur entre 1 et 6, pourrait très bien prendre les valeurs entières qui sont ici. Elles sont incluses dans cet intervalle. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que qu'est-ce qui m'empêcherait de prendre des décimaux? Absolument rien. Si je prends n'importe quelle valeur entre 1 et 6, je peux très bien espérer prendre la valeur 1,5, 1,4, 5,9, 5,99. Et en allant encore plus loin, je peux trouver des nombres qui n'ont même pas une écriture décimale propre. Je veux parler ici des fractions, par exemple, 4 tiers, 5 tiers. 5 tiers, environ 1,66, c'est que des 6 derrière. Donc écriture décimale infinie, donc nombre rationnel et non décimal. Et si on poussait encore un petit peu plus loin, on pourrait trouver des nombres réels entre 1 et 6 qui ne pourraient pas s'écrire sous la forme d'un quotient. Par exemple, pi, 3,14 et des brouettes, racine de 2, qui est 1,4 et des brouettes, racine de 3, etc., etc. Et voyez bien la différence où dans le premier cas, on ne prenait que des valeurs entières. Là, ma variable aléatoire peut prendre une infinité de valeurs réelles dans l'intervalle 1,6. Alors, moralité, comment se calculent dans ce cas-là les probabilités? Bon, rien de bien méchant, en réalité, lorsque x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, et lorsque je prends un intervalle J qui est inclus dans mon intervalle de référence, donc I, qui est l'intervalle AB, je sais que la probabilité que x appartienne à J, c'est la longueur de J, de l'intervalle J, sur la longueur de l'intervalle I.
Alors comment ça se démontre ce truc-là? Alors pour ceci, pour mener à bien cette démonstration, on a besoin de prendre une notation pour l'intervalle J. On va le prendre, donc on va le noter alpha bêta. Alpha strictement plus petit que bêta. Même alpha potentiellement pourrait être égal à bêta. Là, il n'y aurait pas de souci. Et I, alors je ne le reprécise pas ici, mais c'est toujours mon intervalle AB. Donc la probabilité que X soit dans J, c'est l'intégrale de ma densité f de t, dt, sur l'intervalle J, c'est-à-dire sur alpha bêta. Et revenons un petit peu en arrière. La densité, je m'aperçois que c'est 1 sur b-a, où AB désigne mon intervalle I. Donc, l'intégrale à calculer est intégrale de alpha à bêta de 1 sur b-a dt. Là, il y a une particularité, c'est que cette fonction de densité, en réalité, c'est une fonction constante. Moralité, elle ne dépend absolument pas de ma variable d'intégration t. Donc, cette constante-là, je peux la mettre par linéarité de l'intégrale en facteur de l'intégrale. Donc, il me reste simplement 1 dans l'intégrale. Alors, je vais juste détailler ce petit calcul, mais rien de bien méchant. Le but, pour trouver la formule, ensuite, c'est d'intégrer 1 sur l'intervalle alpha bêta. Donc, on est parti pour faire ce calcul. Intégrale de alpha à bêta de 1 dt. Je vous rappelle que pour calculer une intégrale, le théorème fondamental me dit que c'est la différence de l'évaluation d'une primitive de 1 entre bêta et alpha. Alors une primitive de 1, eh bien c'est t. Alors, pensez-y, l'action de primitiver donne plus 1 au degré. C'est-à-dire que là, j'ai une constante, le degré est 0. Quand je vais primitiver, je vais rajouter 1. Donc, je vais forcément avoir du t. Quand je vais primitiver du t, je vais avoir quelque chose en t carré. Donc, c'est du t carré sur 2 pour qu'il y ait compensation de la constante lorsque je redérive, etc. Bref, je reviens à ma démonstration. Du coup, tantôt t va prendre la valeur bêta, tantôt t va prendre la valeur alpha, et j'obtiens bien que l'intégrale de alpha à bêta de 1 dt, c'est bêta moins alpha. Du coup, je peux revenir à ma démonstration. Ceci va constituer mon numérateur. Comme je multiplie par 1 sur b-a va constituer mon dénominateur. Qu'est-ce que c'est que ce bêta moins alpha? C'est la longueur de J. Et qu'est-ce que c'est que ce b-a? C'est la longueur de I. Et alors, juste au passage, analysons, c'est bien une probabilité parce que par définition, une longueur d'intervalle, c'est positif. Le quotient de deux nombres positifs va donner un nombre positif. Et comme J est inclus dans I, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et forcément, vous allez avoir un nombre inférieur à 1. Donc, vous allez avoir un nombre entre 0 et 1. Donc, voici pour ce petit calcul de probabilité. Je passe maintenant à l'espérance et ensuite on va aller voir un petit exemple. Alors l'espérance d'une loi uniforme, d'ailleurs l'espérance d'une loi, je vous rappelle, c'est la valeur moyenne entre guillemets que l'on peut espérer avoir pour notre variable aléatoire. Alors pour une loi uniforme, l'espérance est égale à plus b sur 2. C'est-à-dire, en gros, au milieu de l'intervalle, ou encore à la moyenne des extrémités de l'intervalle. Alors ça vient d'où ça? Alors je vous rappelle, dans le grand 1, que nous avions dit que l'espérance de x, c'est l'intégrale sur l'intervalle total de t fois la densité dt. Alors ici, ma densité, encore une fois, c'est 1 sur b-a, c'est une constante. Donc je la sors de l'intégrale. Et il me reste donc à intégrer t sur AB. Et là, je viens de vous en parler. Je viens de vous dire que ici, t se primitivait en
t carré sur 2 ou x carré sur 2. Alors là, il y a une petite faute de frappe, rien de bien méchant en fait, c'est une variable muette, mais pour être cohérent, j'aurais dû mettre t carré sur 2. On n'oublie pas évidemment le coefficient devant l'intégrale, et tantôt x carré va prendre la valeur b, enfin x pardon va prendre la valeur b, ce qui va me fournir du b carré moins le cas où x va prendre la valeur a, c'est-à-dire a carré. Donc au final, je vais avoir 1 sur b moins a qui est ma constante qui est là, b carré moins a carré sur 2 qui est la valeur de mon crochet. Et là, attention, moment magique. Ceci est le résultat de la troisième identité remarquable. Donc je peux factoriser en b plus a facteur de b moins a. Et comme j'ai en facteur b moins a en haut et en bas, je peux sauvagement, et cette fois-ci on a le droit, spécial dédicace à Nathan, de simplifier pour avoir simplement b plus a sur 2 ou a plus b sur 2, et donc je retrouve bien le résultat de ma propriété. Donc ces deux formules, je vous conseille de les apprendre, mais je vous demande également de bien savoir refaire les démonstrations. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà, on a un calcul d'intégrale, certes basique, mais ça va vous faire revoir plein de choses utiles. Ensuite, ça vous fait manipuler la définition d'une probabilité, la définition d'une espérance. Et donc, ça vous apprend à calculer dans des cas concrets. Comme j'aime bien mettre en valeur et en contexte mes résultats, je vous donne un petit exemple. Donc, je vous avais parlé d'un problème de temps d'attente. Là, suite à un problème de réseau, un client contacte le service après-vente de son opérateur et un conseiller l'informe qu'un technicien le contactera pour une intervention à distance entre 14h et 15h. Sachant que ce technicien appelle de manière aléatoire sur le créneau donné, on souhaite calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes. Donc là déjà, on est dans un exo très concret et il va falloir modéliser un petit peu. Donc déjà, nous, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est le temps d'attente. Donc on va définir grand T, la variable aléatoire continue qui donne le temps d'attente. Ensuite, on voit que les valeurs de T sont comprises dans l'intervalle 0,60. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que on va être contacté entre 14h et 15h. Donc si on démarre la minute 0, l'instant T égale 0 à 14h, à 15h on aura l'instant T égale 60. Donc on va raisonner au sein de l'intervalle 0,60. Et comme c'est totalement aléatoire, T peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 60 de manière aléatoire. Du coup, c'est bien le cadre d'une loi uniforme définie sur 0,60. Moralité, la fonction de densité, elle est définie par 1 sur b moins a. Donc b c'est 60, a c'est 0, 60 moins 0 ça fait 60, donc 1 sur 60. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que t soit compris entre 15 et 40. Deux choses. Ou bien, je connais parfaitement ma formule. Donc ici, j'ai ce qui va jouer le rôle de l'intervalle J, 15-40. Donc sa longueur va être 40 moins 15, c'est-à-dire 25, divisé par la longueur de l'intervalle total, c'est-à-dire 60. Et maintenant, je vais simplifier par 5, donc 5 douzièmes. Voilà. Alors ici, exit, sauf si on vous le demande, sinon exit les valeurs approchées. Ok ? Pour le bien des mathématiques et de la précision. Si on a un trou de mémoire, eh bien, nos sous-sailles. Trou de mémoire, moi ce que je veux calculer, c'est l'intégrale entre 15 et 40 de ma fonction de densité. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il est important de connaître la démonstration. Je peux faire ressortir mon 1 sur 60 qui ne dépend pas du tout de la variable d'intégration t. Là, c'est comme si j'avais 1. Comme dans la démonstration, je sais que ici, une primitive de 1, ça va être t. Et donc, je vais avoir
t pris entre 40 et 15. Et la valeur de mon crochet va me donner 40 moins 15 sur 60, à savoir mon 25 sur 60, et en divisant par 5, 5 douzièmes. Donc vous voyez, le calcul de probabilité, si vous connaissez la formule, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas très grave. Vous perdez juste 1 minute à refaire le calcul. Bon, mais dans les faits, si vous voulez être efficace, apprenez bien le cours. Ensuite, on peut espérer attendre un temps précis. Lequel? Eh bien, en moyenne, on va espérer attendre A plus B sur 2, c'est la formule de la propriété, c'est-à-dire 0 plus 60, 60, divisé par 2, 30 minutes. Ce qui est normal, c'est le centre de notre intervalle. Là encore, si j'ai oublié, bon, faudrait vraiment être super étourdi. Quoique en TS5, il y a des candidats, mais je ne citerai pas de nom. Peut-être sur une autre vidéo. Ici, je peux refaire mon calcul. L'espérance de t, c'est l'intégrale sur mon intervalle complet. Quand c'est l'espérance, c'est mon intervalle complet de t, f de t, dt. Et f de t, je vous l'ai dit, c'est 1 sur 60. Hop. Moralité, ce 1 sur 60 qui ne dépend pas de t va venir en facteur de mon intégrale. 1 sur 60 que multiplie l'intégrale de 0 à 60 de t dt. Ici, si vous avez bien compris ce que j'ai fait tout à l'heure, une primitive de t, c'est du t carré sur 2, d'accord? Pourquoi le sur 2? Tout simplement parce que quand je dérive t carré, j'obtiens 2t, or moi je voudrais t, donc il faut que je compense cette multiplication par 2. Et ensuite, eh bien, on est parti, en avant Guingamp. 1 soixantième fois 60 au carré moins 0 au carré sur 2. Attention, les calculs. 60 au carré, alors là, surtout, ne pas calculer le carré de 60. Puisque 60 au carré, c'est 60 fois 60. En bas, je vais avoir du 60 fois 2. Et là, cruellement, Nathan, c'est pour toi. Bam, on barre. Il me reste 62,5, c'est-à-dire 30. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps par rapport au calcul avec la formule, que vous pouvez tout à fait utiliser au bac, hein, pas de souci. Mais j'ai retrouvé le résultat. Voilà. Bon, la prochaine fois, nous parlerons des lois exponentielles. Entraînez-vous sur les lois uniformes. Il y a quelques exercices très intéressants. Je vous conseille de faire une petite pause sur le cours et d'aller voir les exercices qui se réfèrent à la loi uniforme, qui sont donnés sur la fiche, histoire de pratiquer un peu. En attendant, eh bien, les lois exponentielles ultra classiques. Portez-vous bien et à la prochaine.